Bon, on va commencer. Donc bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence en fait qui s'intitule Devenir IA compatible et créer de la valeur. On va essayer de défleurer le sujet avec vous. Alors merci à vous et merci à nos intervenants. Cécile Dejoux qui va être en visioconférence avec nous, qui est professeure des universités au CNAM Paris et professeur affilié à ESCP Business School. Voilà. Bonjour. Bonjour, et qui vient de sortir un livre, Comprendre l'intelligence artificielle, pour ne plus en avoir peur, qui se nomme « Ce sera l'IA et moi ». Alors c'est très intéressant parce qu'on s'entend toujours à entendre l'IA ou moi, et vous allez nous expliquer pourquoi c'est l'IA et moi, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, même si quand même les fondamentaux, il faut faire attention. On va voir ça ensemble. Francis Interman aussi, bonjour, qui est Global Managing Director chez Accenture Research, et Sylvain Dugaret, qui est à côté de moi, bonjour, qui est directeur du programme e-maintenance à Naval Group. Alors, je vais vous laisser... je vais déjà introduire le sujet, pardon. Parce qu'effectivement, quand on parle d'intelligence artificielle, en fonction de votre culture, de vos connaissances, on parle aussi bien d'algorithmes d'automatisation, ce qu'on appelle les chatbots, que des choses un peu plus poussées qu'on peut voir dans la science-fiction, comme le Skynet, par exemple, ou bien le fameux robot Ultron qui a été évoqué juste dans la conférence précédente. Et donc, c'est bien un petit peu de refixer un peu ce dont on va parler. Donc, on a l'habitude, en tout cas, il est courant d'identifier l'intelligence, les niveaux d'intelligence artificielle en 3 ou 5 niveaux. Alors moi j'ai pris l'échelle de 5 niveaux. On trouve sur le premier et le deuxième niveau des algorithmes d'automatisation dont on a parlé. Sur le troisième niveau, des éléments permettant de faire du prédictif. Sur le quatrième niveau, c'est celui des machines apprenantes et du deep learning. Et le cinquième niveau, on est proche de celui de la science-fiction, c'est la machine intelligente par elle-même. Que les scientifiques annoncent quand même pour dans 10 à 20 ans. Alors on va voir si c'est une prédiction qui se réalisera. Et ayant introduit le sujet de cette façon-là, de manière très synthétique et très courte, je vais laisser nos intervenants quelques minutes pour se présenter. Où en êtes-vous, vous, dans vos entreprises respectives, dans vos démarches respectives? À quel niveau d'intelligence artificielle travaillez-vous? Et galanterie oblige, je vais laisser la parole à Cécile Dejoux. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que vous m'entendez. Je ne sais pas, je suis désolée, je suis à distance. C'est très bien. Mais j'ai la chance de ne pas avoir de masque, donc ça c'est un grand plaisir. Alors, vous venez de présenter l'IA par rapport à ce qu'elle fait d'un point de vue, j'allais dire, technologique. Moi, j'aimerais replacer l'IA par rapport à ce qu'elle fait d'un point de vue usage. Et très simplement, on pourrait dire que l'IA, c'est d'abord le domaine du langage, à la fois comprendre et à la fois proposer, bien sûr, des discours. Et puis, c'est le domaine de la vision. La vision avec le computer vision, où on peut aujourd'hui avoir des magasins qui sont 100% automatisables, puisqu'on va repérer et le consommateur et ce qu'il achète. Et puis, c'est le domaine du partage des connaissances, avec là, bien sûr, le prédictif, les analyses, tout ce que l'IA nous apporte dans la database, et le domaine de l'automatisation avec les RPA, les cobots, etc. Donc, en fait, c'est intéressant de voir qu'on peut définir l'IA de multiples façons, ce qu'elle fait d'un point de vue technologique, mais aussi ce qu'elle propose comme type d'usage, et c'est aux usagers, en fait, que je m'intéresse. Ce qui m'apporte, c'est de comprendre, grâce au Learning Lab Human Change, un laboratoire de recherche-action au CNAM, donc, qui a été fondé grâce à nos partenaires, Julia Sterwan et Malakoff Médéric Manis, on s'intéresse comment l'IA est compris par les collaborateurs, comment est-ce qu'elle change les métiers, comment elle change les compétences, et on observe dans le monde, et c'est tout l'intérêt en fait de notre recherche qui se fait donc aux États-Unis, en Chine, bien sûr donc au Canada, en Asie et puis en France, comment aujourd'hui les pratiques d'acculturation, les pratiques d'intégration des experts métiers peuvent se faire avec les experts de l'IA. Donc, c'est expliquer l'IA aux collaborateurs et managers et dresser en fait un panorama des nouvelles compétences pour justement devenir IA compatible. Merci Cécile. Et Francis, alors vous en êtes où chez Accenture? Sur quel niveau d'IA vous travaillez?
Alors moi, chez Accenture, je suis responsable de la recherche économique. La recherche économique, nous, on est beaucoup sur le niveau 3 par rapport aux différents niveaux que vous aviez évoqués. C'est là-dessus qu'on va intervenir principalement chez nos clients, dans la mesure où il y a exactement ce qu'expliquait Cécile. Il y a d'un côté tout ce qui va être rendu possible par la technologie, et de l'autre côté, moi, ce sur quoi je vais me concentrer, c'est comment les entreprises vont pouvoir créer de la valeur économique, opérationnelle, financière. Et donc, c'est ce qu'on appelle la valeur enfouie, c'est l'écart entre la technologie qui évolue de manière exponentielle et la création de valeur qui n'évolue pas de manière exponentielle. Et réduire cet écart, c'est là-dessus que nous nous concentrons. Et donc, par essence, au jour d'aujourd'hui, en fonction de la maturité des technologies, c'est beaucoup sur le niveau 3. À côté, il y a chez Accenture des gens qui travaillent sur le niveau 4 que vous évoquiez. C'est nos laboratoires technologiques qui, eux, travaillent avec des entreprises partenaires, des grands laboratoires d'université. Mais là, on est plus dans la recherche technologique que l'application à échelle sur laquelle moi je travaille. D'accord. Et Sylvain, chez Naval Group, alors, quel niveau? Alors déjà, peut-être, qu'est-ce que c'est Naval Group? Parce que peut-être tout le monde ne connaît pas. Donc Naval Group, c'est une entreprise qui fabrique donc, des navires militaires, que ce soit des bâtiments de surface ou des sous-marins, et qui accompagne le navire durant tout son cycle de vie. Conception, définition, réalisation, la maintenance, jusqu'au démantèlement. Alors moi, je m'occupe du programme de e-maintenance, donc avec... comme fer de lance, vraiment la maintenance prédictive. Donc évidemment, un navire, aujourd'hui, sans les niveaux 1 et 2 que vous avez évoqués, voire même certains niveaux au-delà, n'existerait pas pour assurer la suprématie au combat. Donc on a, dans notre cycle de production, déjà intégré depuis bien longtemps des niveaux d'IA. En revanche, dans le domaine de la maintenance, c'est assez récent. Alors, avant de répondre explicitement à quel niveau finalement on s'adresse, c'est déjà pourquoi on le fait. Donc, pourquoi on le fait? Tout simplement pour optimiser la maintenance. Alors, pour qui? Eh bien, pour le marin à bord, puisque le marin lui-même opère le navire, mais aussi le maintient avec un premier niveau de maintenance. Ses ateliers aussi, parfois, effectuent des activités de maintenance, et aussi toutes les parties prenantes industrielles ont des activités de maintenance à effectuer. Et le but de l'exercice, c'est d'optimiser tout cet écosystème en passant d'une maintenance systématique d'autrefois à une maintenance prévisionnelle de demain. Alors, une fois qu'on a dit ça, on voit très bien à peu près où on en est dans le domaine de la maintenance. On en est sur le niveau 3 qu'on essaye de développer depuis le début de ce programme qui a commencé en 2016. D'accord, merci. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Cécile, au-delà de la capacité technologique de l'intelligence artificielle, bien évidemment, il y a des utilisateurs, il y a l'humain, il y a nous. Est-ce qu'on est tous IA compatibles? Si oui, quel type de compétences il faut développer pour devenir IA compatible? Et pour éviter justement, parce que c'est un peu la bonne nouvelle de tout votre ouvrage, pour éviter d'être remplacé complètement par la machine, vous avez évoqué des compétences dans le cadre de la préparation de la conférence, des compétences de centrage qui m'ont semblé très intéressantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, l'idée, c'est de dire que de toute façon, l'innovation est là, la technique est là, et que l'IA va nous apporter de multiples bénéfices, mais en même temps, comme toute technologie, elle nous apportera aussi des risques. Donc, les collaborateurs, aujourd'hui, doivent être informés de deux choses. Déjà, quelle est la stratégie IA de l'entreprise, puisque très souvent, dans nos observations, on voit que les entreprises proposent des produits vers les clients, mais acculturent assez peu leurs collaborateurs à la façon dont leurs métiers vont être impactés par l'IA. Donc, premièrement, il faut absolument que l'entreprise puisse avoir ce double langage, le langage de l'intérêt de l'IA pour les produits, les services et les clients, et la façon dont l'IA va impacter le travail. Et deuxièmement, eh bien, c'est important de monter en compétence les collaborateurs pour qu'ils comprennent ce que c'est l'IA, qu'ils comprennent le vocabulaire, l'univers, les briques technologiques, les usages, afin qu'ils transforment, qu'ils participent à la transformation de leur propre métier. Et ça, donc, ça permet donc justement de les amener à accepter cette innovation qui est une innovation quand même de rupture. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on met dans les compétences pour être IA compatible? Il y a deux grands domaines. Déjà, il y a les compétences autour de la data.
comprendre ce que c'est qu'une data, voir la culture de la data et comprendre comment on peut créer des systèmes informant de données pour participer à la récolte, à l'extraction, à la valorisation de la data, quel que soit son métier d'ailleurs. Ensuite, il faut comprendre bien sûr les biais et comprendre comment on éduque et on apprend des IA. Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est un bloc justement pour tester. Il faut tester l'utilisation d'un chatbot, tester des modèles en database, tester des modèles de prévision pour justement commencer à les intégrer dans ses propres pratiques. Donc là, on a vraiment identifié tout un champ pour être IA compatible et transformer son métier. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce qu'en fait, l'IA va nous aider, mais en même temps, elle nous vole des compétences. Et pour qu'on ne soit pas remplacé par l'IA, il faut développer des compétences de centrage. Ces compétences de centrage, qu'est-ce que c'est? Ce sont des compétences qui sont le symbole de notre humanité, de notre unicité. Je vous en donne 3 exemples. Le premier exemple, c'est que l'IA va nous permettre de capter notre connaissance pour pouvoir bien sûr l'automatiser sur certaines tâches. Donc, quelque part, on pourrait se dire, la compétence qu'elle va nous voler en premier, c'est notre mémoire. Or, en tant qu'être humain, on va devoir lui donner les connaissances, on va lui devoir, bien entendu, travailler avec elle et donc avoir peut-être de moins en moins de mémoire sur certaines données. Et ça ne veut pas dire que d'une façon générale, il faut diminuer notre mémoire en tant qu'être humain. Donc développer sa propre mémoire, c'est fondamental pour continuer à réfléchir. De même pour l'attention. L'IA va de plus en plus nous voler notre attention puisqu'on va faire plusieurs choses en même temps et on va être en surcharge et on va travailler sur de multiples niveaux. Tout simplement, aujourd'hui, quand on fait des réunions, qui d'entre nous n'a pas eu 2 AirPods avec la réunion à droite avec un AirPod et la réunion à gauche avec un deuxième AirPod? Et vous pouvez même avoir des traductions simultanées pendant vos réunions, donc avoir 2 langages dans votre même cerveau. Tout ça pour vous dire que l'attention va nous être volée par l'IA, mais qu'en même temps, c'est une compétence humaine qu'il faut continuer à travailler, à développer si on veut encore demain être employable, être bien entendu totalement efficace. Donc il y a comme ça un certain nombre de compétences qui vont de la mémoire à l'attention, à la gestion de son agenda, à la gestion du stress, qui feront des êtres humains équilibrés. Donc plus on deviendra IA compatible avec des compétences spécifiques, plus il faudra des compétences de centrage pour pouvoir garder cet équilibre, parce que nous ne sommes que des humains. Merci. Alors là, on a un peu posé le contexte et puis et les évolutions possibles, mais revenons dans les entreprises. Concrètement, Francis, quel type de projet vous voyez aujourd'hui dans les entreprises autour de l'IA? On a parlé pareil pour préparer cette conférence de relations clients. On a parlé de diminution des coûts. Quel type de projet, très concrètement, vous voyez dans les entreprises aujourd'hui? Oui, vous avez raison, c'est les 2 grandes catégories de projets que nous voyons en ce moment. Il y a d'une part tout ce qui est la relation client, et vous allez trouver ça évidemment dans le retail, la grande consommation, dans la banque, un certain nombre de domaines qui étaient évoqués dans la conférence précédente. Il y a aussi tout le domaine des gains de productivité dans ce qui est logistique, supply chain, et que vous allez retrouver notamment dans l'industrie manufacturière. Ça, c'est le deuxième grand type de projet où vous pouvez avoir une rentabilité à court terme assez facile à démontrer. Et puis derrière, il va y avoir tout ce qui est création de nouveaux produits, de nouveaux services qui vont permettre de nouveaux revenus dans le futur. Et ça, c'est un peu ce qu'il y a derrière, ce qu'on voit émerger ici ou là, mais ce n'est pas les projets dominants en ce moment. Quand on regarde en termes de taille de marché, telle qu'elle est estimée par les grands cabinets de la place, au niveau mondial, l'estimation est autour de 50 milliards de dollars. Donc on est déjà sur un niveau de dépenses qui est très très conséquent, avec des taux de croissance très forts. On est de l'ordre de 20-25% par an, puisque la dernière prévision d'IDC, qui est un des cabinets reconnus dans ce domaine-là, c'est qu'on arrive à une dépense dans le domaine de l'IA de l'ordre de 100 milliards dans le monde en 2024. Donc vous voyez qu'on est sur des montants très très conséquents aujourd'hui, notamment dans les industries que je citais sur les fonctions que je vous évoquais. D'accord. Merci pour ces chiffres macro qui sont toujours très intéressants. Là, j'ai une question aussi pour vous deux, en fait, Francis et Cécile. Je suis des auditeurs, il y a sans doute des chefs d'entreprise qui se posent la question de savoir si c'est intéressant pour eux de mettre en place un projet d'IA, par exemple, sur la relation client. Quel niveau de budget
représente ce type de projet en moyenne, hein, c'est pour avoir une idée, un ordre de grandeur, aussi bien sur la partie technique que sur la partie accompagnement des collaborateurs dans le projet et dans l'appropriation de l'outil. Qui veut commencer? Cécile, vous voulez commencer? Oui, si vous voulez. Alors, je ne pourrais pas parler au niveau des chiffres parce que ça dépend vraiment des projets. Par contre, je pense qu'il y a 3 idées. La première idée, c'est qu'on voit beaucoup de projets qui donc, sont dans les entreprises, soit parce que avant le Covid, c'était un peu la mode de faire des chatbots, de faire des RPA, de faire donc des projets liés par exemple au marketing digital avec des prédictions clients, etc. Et on s'aperçoit qu'en fait, ces projets n'aboutissent pas. Il y a quand même au moins 30% des projets qui n'aboutissent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'intégration des experts métiers. Et qu'en fait, ce sont des projets qui sont faits simplement par des concepteurs, IA, des ingénieurs, et les équipes ne sont pas transdisciplinaires. Donc la première idée, c'est que pour qu'un projet fonctionne, il faut des équipes transdisciplinaires où on intègre à la fois les experts métiers, qui sont souvent présents en amont pour la définition du besoin, et à la fin, bien sûr, en aval pour montrer la faisabilité de la solution. Et donc, ces experts métiers, ils sont indispensables. C'est pour ça qu'il faut leur donner cette acculturation pour qu'ils aient le même langage, le même univers et qu'ils comprennent en fait ce que font les experts de l'IA. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que parfois, il y a quand même un effet mode où on se dit, bon, il faut aller dans l'IA et on va prendre un marteau pour enfoncer un clou, mais seulement, c'est pas utile. C'est-à-dire que parfois, il y a des besoins qui ne nécessitent pas d'IA ou qui nécessitent simplement, j'allais dire, de l'IA symbolique sur des bases de données très faibles, que ce soit des tableaux Excel qu'on a en entreprise et non pas du big data. Donc, il faut bien faire attention. C'est vraiment la deuxième idée qui me semble importante. Est-ce qu'on va sur des projets qui sont vraiment nécessaires avec du big data ou est-ce qu'on peut aller sur des projets, je pense par exemple à la startup My Data Model qui fait du symbolique et qui a du prédictif de très bonne qualité. Donc voilà, donc on n'a peut-être pas besoin non plus d'avoir, si vous voulez, des budgets énormes pour tout de suite mettre le char d'assaut pour écraser en fait un problème qui peut se régler plus facilement. Ça, c'est un peu l'effet mode, l'effet tendance. Et la troisième idée, c'est qu'en fait, il est important que les projets soient en même temps des vecteurs de communication et d'acculturation pour qu'ils soient célébrés quand ce sont des réussites et pour qu'en fait, on les utilise pour acculturer tous ceux qui n'étaient pas dans le projet, pour leur montrer que c'était faisable, qu'en fait on a appris et qu'en fait il peut y avoir un transfert de connaissances, une translation des connaissances et des compétences liées à ces projets. Donc je pense qu'au-delà du projet, c'est un outil également d'acculturation quand le projet est réussi. Voilà, 3 idées par rapport à votre question. Francis, peut-être une idée d'un budget minimum quand même. J'aime bien vraiment que les auditeurs puissent avoir une idée de à partir de combien on peut commencer à parler de ce sujet-là. Le consultant que je suis va évidemment vous répondre que ça dépend des projets. Bien sûr. Comme Cécile, et je le pense vraiment. Et je le pense vraiment. Oui, et je le pense vraiment. Pour moi, il y a 2 points qui sont importants là. Il y a un point qui est assez habituel, et puis il y a un point qu'en tous les cas de notre expérience est assez étonnant. Le point qui est assez habituel, c'est que plus que le budget, la dépense, c'est la rentabilité en fait de l'investissement qui compte. Et nous, ce qu'on conseille toujours à nos clients, et ça rejoint un peu ce que disait Cécile, c'est avant de se lancer sur un projet, c'est quel est le business case, quelle est la rentabilité qu'on attend et de le faire en fonction de cette rentabilité attendue ou pas, si la rentabilité attendue n'est pas au niveau de ce qu'on attend généralement des projets d'investissement dans l'entreprise concernée. Donc ça, c'est le cas assez général. Ce qui pour nous est plus étonnant dans ce domaine-là, quand on interroge nos clients, alors nos clients chez Accenture sont principalement les grandes entreprises, donc généralement les entreprises, les organisations qui ont des revenus, on va dire, au-delà d'1 milliard d'euros, quelque chose comme ça. On en a interrogé 1500 l'année dernière sur leurs projets en matière d'IA. Et ce que j'ai constaté qui m'a étonné par rapport aux enquêtes précédentes que nous avions dans d'autres domaines, c'est que par rapport à votre question, ce n'était pas la question budgétaire qui posait le plus de problèmes. Parce qu'il y avait une vraie volonté dans la plupart des entreprises que nous interrogions, et ça c'est vrai à travers le monde et sur les tailles dont je vous parlais, d'aller vers l'IA, en tous les cas d'investir dans l'IA, sous la pression de la concurrence, pas simplement pour faire bien, mais parce qu'il y avait déjà ce sentiment avant le Covid chez beaucoup de nos clients que les entreprises qui n'iraient pas
vers les investissements dans le domaine de l'IA, sur notamment les domaines que nous évoquions tout à l'heure, risquaient de perdre pied par rapport à leurs concurrents, et que cette crainte-là est une grande motivation d'investissement. Et donc, de ce fait-là, ce n'était pas le budget en tant que tel qui était la valeur la plus critique, à tous les cas à court terme. D'accord. Sylvain, vous me disiez, quand on a préparé cette conférence, en fait, que vous intervenez bien évidemment, donc vous l'avez dit, dans les navires de combat, que vous aviez des budgets extrêmement contraints, et que du coup, vous vous retrouviez à faire de l'intelligence artificielle dans un contexte de frugalité, en fait. Comment on arrive, parce que intelligence artificielle et frugalité, on a peut-être un peu de mal à imaginer ça ensemble. Comment on fait? Alors, déjà, je me retrouve dans beaucoup de choses qui ont été dites et ça me fait plaisir. Donc, effectivement, l'IA au sein de Naval Group, ce n'est pas une question, c'est un destin et on est sur la route. On ne se pose pas la question de on y va ou on n'y va pas, on y va vraiment. Donc, ça, c'est le premier point. Alors, les budgets, effectivement, ils sont contraints, évidemment. Donc il faut d'abord bien choisir ce qu'on veut faire. Ça c'est la première, ça a l'air simple, mais on ne se lance pas à court perdu dans un projet d'IA pour de l'IA. Donc ça l'a été dit, hein, c'est là où ça fait mal en termes de qualité, en termes d'efficacité. Donc on va parler plutôt de l'amélioration de la performance interne de l'entreprise, et puis là où ça peut déboucher vers une nouvelle offre de service pour le client. Donc déjà c'est définir les bonnes cibles en termes d'efforts. Alors ensuite, comment on met en œuvre tout ça? Effectivement, il y a une innovation qui est galopante autour de l'IA. Il y a des acteurs qui apparaissent, qui disparaissent, et ce en quelques années. Et dans des structures comme Naval Group ou comme d'autres, qui sont séculaires concernant Naval Group, eh bien, il faut être capable de s'adapter à un marché technologique qui bouge extrêmement rapidement. Donc la tentation est grande, évidemment, de se dire on va tout faire par nous-mêmes, on va nous aussi embaucher des milliers de data scientists, monter en compétences, devenir autonome. C'est un non-sens, puisque par principe, on a une certaine inertie et on ne sera pas capable de bouger aussi vite que peut le faire une PME ou une start-up. Donc on s'entoure d'un écosystème. D'un écosystème qui, j'en ai rencontré certains de mes partenaires sur ce salon, qui sont à l'écoute des nouvelles technologies, qui évoluent plus vite et qui viennent en complémentarité de nos compétences. Selon un modèle qui a été exprimé, c'est vrai que tous nos projets, et ce dès le départ, sont vraiment dans un binôme, je dirais, expert de la donnée, et puis associé à un expert du métier, expert du navire. Et c'est avec ce tandem, et je dirais presque aujourd'hui, c'est qu'avec ce tandem-là qu'on a réussi à atteindre des résultats. D'accord. Alors, Cécile, vous avez évoqué les enjeux humains dans les projets d'intelligence artificielle. Les projets d'intelligence artificielle sont transversaux par définition. Francis, est-ce qu'il n'y a pas des enjeux organisationnels, notamment dans les grands groupes qu'on décrit souvent, organisés par stylo, même si ça tend un petit peu à changer, ça? Oui, non, absolument. Pour nous, ça fait partie des enjeux essentiels de réussite des projets d'intelligence artificielle, c'est d'avoir un sponsoring, j'essayais de trouver le mot français, mais en tous les cas d'avoir un soutien au niveau de la direction générale, parce que justement les dossiers sur lesquels nous travaillons, c'est l'articulation de la technologie et de la création de valeur économique pour l'entreprise. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut faire vraiment la connexion entre les deux en ayant ce soutien au niveau de la direction générale et derrière une organisation transverse qui s'occupe de faire émerger ces projets d'intelligence artificielle et de les gérer en tous les cas au début avec les compétences qui viennent des différents métiers, comme ça a déjà été dit par les deux autres intervenants. L'autre dimension qui nous paraît importante, en plus de cet aspect organisationnel, c'est la stratégie en matière de data. Cécile l'a évoqué rapidement en début de son intervention. De ce que nous voyons chez beaucoup de nos clients, les data sont encore très souvent organisées par silos, justement, par business unit ou par pays. Et la mise à l'échelle des projets d'intelligence artificielle va requérir, à un moment donné, de revoir complètement la stratégie en matière de données des entreprises.
c'est un investissement clé qui va permettre de passer des obstacles en matière de réalisation de ces projets. Puis évidemment, la troisième dimension, c'est la dimension humaine. Je ne vais pas y revenir. J'aime le joli titre de l'ouvrage de Cécile Lia et moi. C'est, je pense, ce qu'il faut retenir dans ce domaine-là. Alors, Sylvain, lorsqu'on parle de créer de la valeur, puisque c'est la deuxième partie de la question se pose, pour qui crée-t-on de la valeur ? Alors, sur des projets d'IA, on imagine que la valeur créée va effectivement, en premier lieu, à l'utilisateur final. Mais il y a toute une chaîne de valeur sur les intervenants. Vous en avez parlé tout à l'heure, de vos partenaires qui sont présents sur le silo. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer ces fournisseurs, ces clients, ces distributeurs dans cette réflexion sur l'IA, pour éviter d'avoir une espèce de jeu à somme nulle de déplacement de la valeur ? À somme nulle, voire à somme négative pour certains. Je dis ça ironiquement. Non, mais c'est le vrai sujet. Alors, je vais parler vraiment de mon sujet, de l'optimisation de la maintenance, avant même de parler de la maintenance prédictive. C'est la création de la valeur. Il y a forcément création de valeur dans l'absolu. Faire, je dirais, mieux ou faire moins que ce qu'on faisait avant, simplement déjà en jetant moins de pièces, sans forcément parler du naval de défense, simplement, voilà, d'un point de vue écologique, ça a du sens et ça a de la valeur. Maintenant, si on commence à projeter ça dans un écosystème industriel et qu'on commence à découper un peu cette chaîne, c'est un peu moins simple de voir comment on la met en œuvre et comment tout le monde va s'y retrouver. Donc je vais prendre, je prends souvent l'exemple du garagiste donc qui entretient la voiture, et puis on va dérouler entre l'utilisateur de la voiture, le garagiste, et puis le fournisseur de pièces. Moi j'ai une voiture, vous en avez une, on doit faire la vidange, alors pour certaines voitures, tous les 40 000 km, tous les 30 000. Donc un des objectifs de la maintenance prédictive va être de se dire, on va plus la faire tous les 40 000, on va la faire tous les 80 000. Donc voilà, c'est vraiment optimiser la maintenance qu'on dit systématique. Donc ça, d'un point de vue utilisateur, ça a du sens. Surtout, ça a de la valeur. Moi, ça m'évite de dépenser 2 fois le prix de ma vidange. Ça évite d'aller 2 fois au garagiste. Donc moi, je suis content. Le garagiste, déjà, il commence à crisper un petit peu parce que lui, il voyait le client qui revenait 2 fois, il facturait 2 fois. Donc il y voit un peu moins son intérêt. Et pour autant, il faut bien qu'il y ait un échange entre les deux. Parce qu'on peut imaginer que pour faire cette optimisation-là, le garagiste il regarde comment la voiture a été utilisée à travers la donnée. Donc on voit bien qu'il y a une relation entre les deux parties qui doit se faire pour qu'il y ait cette création de valeur. Puis on continue. Donc pour faire une vidange, il faut remplacer un filtre. Mais s'il faut remplacer un filtre, avant on le remplaçait une fois, maintenant on le remplaçait 2 fois, et demain on va le remplacer qu'une fois. Donc le fabricant du filtre, quel est son intérêt ? Et pour autant, il y a bien une création de valeur. On n'a pas jeté 2 filtres, il y a un client final qui est content, mais en revanche, tous les partenaires le long de la chaîne n'ont pas forcément récupéré leur investissement, parce que tout le monde a participé à cette optimisation. Et puis d'ailleurs, si on reboucle à l'utilisateur final, c'est-à-dire que vous comme moi, qui avons une voiture, la question qu'on peut se poser, c'est si je ne fais pas ma vidange à 40 000, d'accord, ça marche pour les 40 000 prochains kilomètres, mais est-ce que vous pouvez me garantir que finalement, alors excusez-moi l'expression, je n'entame pas le potentiel de ma voiture, c'est-à-dire est-ce qu'elle va durer aussi longtemps que prévu ? Donc si on projette ça dans le domaine dans lequel je suis, donc on a des navires dont le cycle de vie est de 40 ans, donc ne pas faire une vidange, il faut garantir qu'on va tenir pendant 40 ans, donc que le potentiel du navire et que le potentiel militaire du navire n'est pas réduit sur sa durée de vie, et que dans tous les acteurs autour de cette activité de maintenance, on retirait quelque chose. Et en plus, pour être capable de faire cette optimisation de la maintenance, il faut que tout le monde ait partagé la donnée. Et pour le faire, il faut forcément que tout le monde y ait vu un intérêt. Et c'est là la vraie difficulté d'aujourd'hui dans la mise en œuvre de la maintenance prédictive, plus que dans la démonstration technique. Et je reviens sur ce qui a été dit aussi sur ce que disait Cécile, puisque j'ai fait effectivement
une analyse là, de la chaîne industrielle, mais c'est aussi vrai dans l'entreprise, cette difficulté. Le rapport à l'IA, en fait, entraîne une redéfinition complète du rapport à la connaissance, et la révolution qu'on est en train de mener ressemble à celle qui a été menée pour les niveaux 1 et 2 de l'IA, de l'automatisation sur les précédentes décennies, sauf que il y a peut-être une petite nuance. L'automatisation, alors je la réduis, hein, mais c'est attaqué finalement aux forces productives. Là où hier, je ne suis pas un spécialiste de la voiture, mais quelqu'un vissait une porte dans une voiture, eh bien, le jour suivant, il ne vissait pas la porte dans la voiture, mais le robot qui allait fabriquer la voiture. Mais finalement, il y avait un déplacement de la compétence plus qu'une transformation. On fabriquait le robot pour fabriquer la voiture. L'IA s'attaque à tous les domaines, à tous les niveaux, à toutes les classes sociales de compétences. Parce qu'effectivement, il y a la création d'intelligence. Moi, je ne suis pas expert, souvent je dis que c'est trop artificiel pour être intelligent, mais en tout cas, elle ne s'attaque pas qu'aux forces productives. Elle s'adresse aux ouvriers, aux cadres, puisqu'elle vient appuyer, éclairer les prises de décision. Donc, même dans l'entreprise, c'est aussi une mutation complète du rapport à la connaissance et donc aussi des compétences. D'ailleurs, alors j'échange pas mal avec des chefs d'entreprise, notamment liés dans l'innovation, parce que c'est assez vrai pour tous les sujets d'innovation. C'est là et encore plus pour l'IA. Il y a beaucoup de projets qui restent au stade de prototype et qui ne basculent jamais dans la sphère marchande. Francis, Cécile, pour vous, quels sont les freins dans une entreprise pour qu'un prototype, en fait, qu'une proof of concept sur l'IA puisse trouver son marché, puisse déboucher sur le marché? Vous voulez commencer, Cécile? Je ne sais pas. Allez-y si vous voulez. Ok, je commence et je vous laisse continuer. Non, pour nous, c'est le sujet majeur au jour d'aujourd'hui. Je vous le disais tout à l'heure, en tous les cas, les entreprises avec lesquelles nous travaillons ont toutes des proof of concept en cours dans différents domaines. Beaucoup d'entre elles, suivant nos enquêtes, on suit ça de manière assez précise, c'est entre les 3/4 et 80% rencontrent de vraies difficultés pour passer à l'échelle. Donc ça, c'est aujourd'hui pour nous le sujet critique sur lequel nous travaillons. Il y a la question de la maturité des briques technologiques, évidemment, mais les trois sujets essentiels sur lesquels nous travaillons pour essayer de, alors on appelle ça chez nous déterrer la valeur enfouie, alors on n'aime ou pas l'analogie, mais déterrer la valeur enfouie, c'est la question de l'organisation, ce que je vous disais tout à l'heure. La deuxième chose, c'est la question de la stratégie en matière de data. Et puis la troisième chose, c'est le changement de la culture de l'entreprise, qu'on ne s'adresse pas simplement aux experts de l'intelligence artificielle, mais qu'il y a une question d'adoption dans l'ensemble de l'entreprise. Et ça rejoint un certain nombre des points qui ont été évoqués par Sylvain et Cécile. Et pour nous, cet accompagnement-là, il est absolument critique dans la réussite des projets. Donc il y a ces trois briques à ajouter à la maturité des briques technologiques. Et là, il y a tout n'est pas réglé, loin de là. Cécile? Oui, tout à fait. Alors, je rejoins tout à fait, je partage tout à fait cette opinion. Pour compléter peut-être deux idées, je crois que ce qui est important, c'est de cibler sur les métiers nouveaux que l'on va pouvoir faire grâce à l'IA et qui n'existaient pas avant. Et ça, c'est une vraie richesse pour l'entreprise et c'est une vraie réflexion, je pense, collective et indispensable si on veut vraiment préserver l'emploi. Donc les nouveaux métiers, ils peuvent être liés au contrôle, ils peuvent être liés à l'accompagnement, ils peuvent être liés au biais, ils peuvent être liés à la gouvernance, à l'éthique, ils peuvent être liés à la veille, ils peuvent être liés aussi peut-être à de la collaboration sur des projets d'IA avec d'autres secteurs d'activité. Donc, il y a plein de nouveaux métiers. Il y a plein de nouveaux métiers et c'est important que l'entreprise s'empare aussi de ces nouveaux métiers pour pouvoir les faire fleurir en son sein. La deuxième chose qui me semble importante, c'est que dans le tour du monde qu'on a pu voir, surtout en Chine, ce qui nous a frappé, c'est que ce n'est pas parce qu'en fait l'IA peut remplacer certains métiers, eh bien, que les emplois disparaissent sur ces métiers. Je vous donne un exemple très simple. À l'aéroport, vous arrivez en Chine, tout est automatisé. Pas de problème, ok. On est capable en temps réel de vous dire où est votre valise, de vous dire combien vous avez de retard, etc. Et pourtant,
à côté du comptoir, vous avez 3-4 Chinois qui sont là, qui ne bougent pas si ils n'ont pas besoin ou qui sont là pour aider. Donc ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas parce qu'en fait une tâche est remplacée par l'IA qu'en fait, certaines entreprises décident de la remplacer totalement. Et ça, c'est très important parce que demain, quand on va avoir des magasins où il n'y aura que de l'IA, on a plein d'exemples aujourd'hui, quand on va avoir des robots dans les maisons de retraite qui vont pouvoir aider et qui vont pouvoir faire un travail d'accompagnement pour les personnes âgées, etc. Dans la formation avec des robots qui vont permettre une continuité de la pédagogie, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faudra en fait soustraire les emplois qu'ils ont remplacés. Il faudra en fait un temps où ces emplois pourront être contingents et justement les imaginer différemment ou alors refuser l'IA sur certains emplois à cause de négociations collectives ou par principe éthique ou voilà, c'est pas parce qu'on peut remplacer qu'il faut le faire et ce n'est pas parce qu'on peut remplacer qu'il faut que l'emploi le soit. Donc c'est très intéressant de voir tout ce qui se passe aujourd'hui parce qu'en fait, s'il n'y a pas un engouement collectif pour imaginer ce dont je parlais au départ, les nouveaux métiers qui vont pouvoir être faits grâce à l'IA, ce qu'on appelle les métiers augmentés par l'IA, on va avoir un vrai problème social, en tout cas dans les négociations, et un vrai problème d'emploi. Il ne faut pas sous-estimer cet enjeu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on n'a pas l'engouement des personnes, rien n'est pire qu'un humain qui vous bloque des données et qui fait tout pour que l'IA apprenne mal, n'apprenne pas ou apprenne avec des biais. Donc il faut éviter, bien entendu, ces risques et pour ça, il faut mettre tout le monde dans la co-construction. Non, je suis entièrement d'accord avec ça. Juste un mot là-dessus. On a tous encore un peu dans le fin fond de l'oreille un certain nombre d'études qui ont été publiées il y a 6-7 ans qui nous annonçaient que la moitié des emplois allaient être supprimés à cause de l'intelligence artificielle. Nous, notre expérience, notre analyse est radicalement différente de cela. Ce n'est pas ça que nous voyons au quotidien quand nous travaillons chez des clients. Ce que nous voyons au quotidien, c'est exactement ce que Cécile expliquait. C'était à l'intérieur d'un même emploi, il y a différentes tâches. Il y a un certain nombre de tâches qui vont être remplacées par de l'automatisation. Il y a un certain nombre de tâches qui vont permettre d'augmenter la valeur que va créer l'individu. C'est ça qui va se passer. Que sur le plan macroéconomique, selon les indicateurs techniques qu'on utilise pour la modélisation, on va être entre 15, 16, 17% d'emplois qui vont pouvoir être complètement supprimés, mais c'est une minorité par rapport à l'essentiel qui est la transformation des emplois actuels avec l'intelligence artificielle et notamment l'augmentation de rôle dans beaucoup de tâches. Donc ça, c'est la bonne nouvelle et c'est le titre du livre de Cécile, c'est l'IA et moi, du coup. Oui. Non, mais c'est important parce que nous, on voit au quotidien. Alors nous, on avait publié un livre qui ne s'appelait pas l'IA et moi, mais qui s'appelait Human plus Machine. Parce que c'était à l'époque, dans le débat américain, c'était beaucoup sur l'automatisation, justement. Et nous, la position que nous avions prise à l'époque, c'est il y a 2 ans, c'était dire non, c'est Human plus Machine, c'est ensemble. Et c'est ce que nous voyons. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'automatisation. L'automatisation, on fait beaucoup dans la technologie, on fait beaucoup d'automatisation dans tout ce qu'on appelle le BPO, donc tout ce qui est service de process pour les entreprises. Il y a beaucoup d'automatisation qui vont permettre des hausses de productivité, qui vont permettre aussi de développer les services et de développer un certain nombre d'emplois. Alors, on le voit sur cette conférence, quand on parle de l'intelligence artificielle, on tourne autour d'un autre sujet qui est celui de la donnée. Et notamment du big data. Alors Francis Sylvain, est-ce que les projets d'intelligence artificielle sont forcément toujours des projets liés à un projet de big data ? Donc je commence. Donc non, pour faire court. Très je vais bien. développer un peu. C'est une deuxième bonne nouvelle alors. Non, mais effectivement, quand on parle d'IA, si on dit, je dis souvent ironiquement, IA, data scientist, big data, machine learning, voilà, on est à la mode. Et je pense qu'il faut distinguer et découper les différentes composantes. Alors, si en plus, on prend en considération le naval de défense, big data, tout est relatif. Nous, quand on fabrique des bateaux, c'est 2, 4, 6, 10 de la même série. Donc voilà, on n'est pas Peugeot, on n'est pas Citroën, on n'a pas des millions de véhicules de la même famille. Et quand bien même on en a 2, 4, 6, 10, ils ne sont pas rigoureusement identiques.
Et en plus, on va les faire évoluer dans le temps parce qu'ils durent pendant 40 ans. Et puis, pour assurer la supériorité au combat, on va venir les moderniser. Donc, en plus, ils ne vont pas rester les mêmes pendant 40 ans. Donc, le big data, on est plutôt dans le little big data, si je voulais faire un peu d'humour, que dans le big data. C'est ce qui fait un peu la particularité de notre approche. Pour autant, ça dépend de quoi on parle et ce qu'on veut faire. Et nous, on a cette approche mixte où, effectivement, on prend des outils de big data, mais on s'entoure aussi d'autres solutions qui viennent la compléter en fonction déjà des données que l'on a et de ce que l'on est capable d'obtenir. Donc pour ça, on va aller capter la donnée de nos équipements, de nos systèmes, de nos navires, mais aussi les données de l'entreprise pour essayer de croiser, de valoriser tout ça et de donner, de créer de la valeur. Donc le big data, non, c'est pas l'unique solution à l'intelligence artificielle, fort heureusement. Oui, il y a beaucoup de big data, évidemment. Mais le point que vous soulevez est très intéressant parce qu'il y a des cas, il y a des domaines, il y a des moments où ça ne peut pas être la solution en tant que telle. En tous les cas, il y a des solutions alternatives. Nous, on travaille sur des pilotes dans ce domaine-là, notamment dans le domaine de la santé. On sait que le diagnostic médical fait beaucoup appel maintenant à l'intelligence artificielle, notamment sur ce qui est un certain nombre de maladies, le cancer, d'autres maladies. Et on voit bien on a des pilotes, on voit bien que ça va être le calibrage, la qualité de la donnée qui va faire la différence, plus que le big en tant que tel. Et ça rejoint un certain nombre de nouveaux métiers dont parlait Cécile tout à l'heure. Il y a des nouveaux rôles, je ne sais pas si c'est encore des métiers, mais en tous les cas des nouveaux rôles, des nouvelles tâches qui se développent autour de ça, sur la qualité de la donnée, le calibrage de la donnée, et qui vont être aussi, voire plus importantes que le volume en tant que tel. D'accord. Alors, on est dans une période bien particulière qui fait qu'on a tous des masques, sauf Cécile aujourd'hui, mais sur notre visage, qui est la période Covid. Dans cette période un peu compliquée pour les entreprises, beaucoup ont décidé de geler les investissements, en tout cas de repousser les investissements, et notamment les investissements sur les projets d'IA. En préparant la conférence avec vous, on a échangé, et en discutant, je me suis dit que peut-être que bloquer des projets d'investissement sur de l'expérience utilisateur, sur des services à distance, etc., dans ce contexte particulier, était justement peut-être pas une bonne idée. Mais pour avoir votre éclairage un peu plus exhaustif, alors c'est une question qui s'adresse à tous les trois, hein. Quel type de projet, en tout cas, qu'est-ce que vous conseilleriez aux entrepreneurs, quel type de projet ne pas geler, ne pas repousser dans ce contexte très particulier? Qui veut commencer? Je peux commencer si vous voulez. Moi, trois choses. La première, c'est qu'on le voit sur toutes nos études par rapport aux précédentes crises économiques. C'est dans les moments de crise économique, sur les marchés concurrentiels, que de grandes différences se font entre les entreprises qui vont en sortir comme étant les leaders et ceux qui vont essayer de suivre vont avoir du mal à suivre. Donc c'est le moment, au contraire, où il faut faire la différence. Ça rebat les cartes un petit peu, comme Exactement. on dit vulgairement. C'est le moment de rebattre les cartes, donc c'est absolument pas le moment. Autant que faire se peut, évidemment, il y a des secteurs qui aujourd'hui sont en très grande difficulté, qu'on connaît, et c'est un cas à part. Mais de manière générale, les études le montrent sur la plupart des domaines, c'est comme ça que ça se passe, c'est à ce moment-là que c'est critique. La deuxième chose, c'est que ce qu'on voit, nous, au niveau européen, puisqu'on est en Europe et qu'on est en France, quand on fait des enquêtes régulières là, d'intention d'investissement, mais d'intention d'investissement auprès de nos clients. La dernière enquête qu'on a faite là, en juillet-août, ce qu'on en a sorti, on va le publier, on l'a pas encore publié, on va le publier dans les jours qui viennent. Ce qu'on en a sorti, c'est que l'intelligence artificielle est le premier domaine prioritaire d'investissement technologique des entreprises en Europe, et que 69% d'entre elles veulent accroître leurs investissements dans l'année qui vient dans ce domaine-là. Et ce qui, moi, m'a encore plus surpris, c'est que les chiffres sont supérieurs en Europe à ce qu'ils sont aux États-Unis ou ce qu'ils sont en Asie-Pacifique. D'accord. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se passe là. On est dans les intentions, on va voir après si ça se matérialise. Mais il y a quelque chose qui se passe en Europe, il y a une volonté qu'il ne faut pas négliger. Je sais bien que
le contexte est plutôt à discuter de la forme, de la lettre, de la reprise. Et nous, ce qu'on perçoit aujourd'hui, c'est ça. Et le troisième temps de ma réponse, plus précisément par rapport à votre point, c'est que nous, on voit que les dossiers qui passent le plus en ce moment sont évidemment ceux qui ont la rentabilité à court terme la plus aisée à démontrer, et qu'on est beaucoup sur des investissements qui sont liés à la productivité des opérations, de la supply chain, ce genre de choses qui aujourd'hui passent le plus aisément. D'accord. Sinon Je rejoins complètement ce qui a été dit. L'histoire l'a montré, c'est pendant les phases de crise qu'ont émergé des grands gagnants industriels. Nous, clairement, on a, dans le domaine que je pilote, la maintenance prédictive, on n'a pas du tout ralenti. Très clairement, les seules limitations qu'on a eues, c'est technique. C'est effectivement quand on ne peut pas accéder à un data lake, là, effectivement, on ralentit parce qu'on n'a pas accès à la donnée, mais c'est tout. Petit aparté lexical, data lake. La traduction française, un lac de données. Voilà, ok. Lac de données, donc, qui est en tout cas stocké dans un data center qu'on a créé au sein de l'entreprise. Donc voilà, c'est la difficulté technique à laquelle on a été confronté. Mais à aucun moment, on a décidé de ralentir l'impulsion dans laquelle on est, parce que on est convaincu et déterminé de la voie qu'on a prise. Donc non, on ne ralentit pas. Cécile ? Oui, alors c'est vrai que contrairement à ce qu'on aurait pu croire, la crise du Covid n'a pas éliminé l'IA. Au contraire, c'est quand même grâce à des modèles prédictifs, on le voit qu'en fait des décisions politiques ont été prises, et c'est la première fois dans l'histoire où la politique s'est appuyée sur de l'IA pour justement faire des scénarios, décider, etc. Donc je trouve qu'au contraire, il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner, l'IA a été un acteur majeur dans la crise du Covid. Et puis, pour terminer, j'aimerais vraiment proposer, moi, à toutes les entreprises d'utiliser, bien sûr, ce temps de crise pour au moins parler d'IA et acculturer leurs collaborateurs, qui ne sont pas les experts IA, qui sont les experts métiers et les collaborateurs, pour que, justement, ils comprennent ce que c'est l'IA, ils comprennent quelles sont ces briques technologiques, quels sont les mots de vocabulaire, et sans le vocabulaire, on ne peut pas échanger, quels sont, en fait, les grands usages et comment participer à un projet IA. Et pour ça, excusez-moi, mais je vais juste faire une petite parenthèse. On a créé un MOOC qui s'appelle l'IA pour tous, qui est gratuit, qui est sur la plateforme FUN, France Université Numérique. Il a eu plus de 60 000 auditeurs depuis qu'il joue. Il rejoue et il ouvre en octobre. Les inscriptions sont ouvertes. L'idée, c'est de montrer avec, bien sûr, des exemples d'entreprises. Il y a des exemples comme je pense à EDF, je pense à Malakoff Lunanis, etc. Il y a plus de 100 entreprises dans le monde. Qu'est-ce que c'est l'IA ? Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Quelles sont les compétences à développer ? Et quels sont les usages dans notre quotidien ? Donc, c'est un MOOC gratuit où on peut avoir une attestation également gratuite à la fin. Donc, profitons de cette période pour éveiller les collaborateurs aux impacts de l'IA, puisque ces impacts seront essentiels sur leur métier afin qu'ils comprennent qu'ils doivent eux-mêmes réfléchir à la transformation de leur propre métier avec cette nouvelle rupture technologique. Merci. Alors, on a peut-être encore le temps de prendre une question dans la salle, si quelqu'un a une question pour nos intervenants. Est-ce que... Oui, une question. Alors, attendez, bougez pas, je vais me déplacer. Par contre, je vous tiens le micro. Bonjour, merci pour ces interventions là, passionnantes. J'ai une question, là, vous parliez de l'importance de l'usager, l'importance de la donnée. Et par rapport à cette création de valeur, est-ce que tôt ou tard, en tant qu'usager, en tant qu'individu, je vais pouvoir valoriser mes données que pour l'instant je livre assez gracieusement? Merci, excellente question. Alors, Cécile, peut-être? Oui, alors écoutez, je pense que c'est une vraie question et de plus en plus de personnes veulent reprendre la main sur leurs données. Et je pense à des startups qu'on a rencontrées, à une magnifique startup qui s'appelle Emblema, qui est française, qui est dans le domaine de la médecine et qui redonne le pouvoir en fait aux malades pour qu'ils puissent partager, s'ils le souhaitent, en tout cas monnayer leurs données auprès des grands acteurs de la pharmacie et de la recherche. Donc oui, aujourd'hui, on a de plus en plus en fait de startups qui commencent à prendre cette évolution
en compte. Et je crois qu'il y aura 3 éléments essentiels dans le devenir de l'IA. Il y aura la donnée appartient à qui, il y aura l'impact écologique de l'IA et les solutions. Est-ce qu'en utilisant du small data, on n'aura pas moins d'impact écologique? Est-ce que ça ne sera pas meilleur pour la planète? Parce que ça, c'est quand même un sujet qu'on n'a pas abordé qui est essentiel. Et puis, la question de l'éthique, ou comment les entreprises vont créer des chartes, ou en tout cas, tout ce sujet lié en fait, à des règles qui sont en conformité avec des normes ou pas. Donc, la possession de la donnée, l'impact écologique et la question liée à l'éthique en entreprise me semblent les 3 grands sujets qui doivent accompagner la réflexion liée à l'IA. Alors effectivement, le sujet de la propriété de la donnée est encore plus prégnant dans le domaine de la défense, hein, parce que à la propriété s'associe la sensibilité, hein, la notion de confidentialité de la donnée. Et après, on se retrouve très, très vite confronté à un paradoxe. Alors, je n'entrerai pas dans le débat de la propriété de la donnée, où beaucoup de juristes travaillent un peu sur tous les domaines, où certains disent que c'est appropriable, d'autres non. Mais bon, voilà, je ne suis pas juriste, je ne suis pas expert. En revanche, une chose est certaine, souvent le combat autour de la donnée et à qui elle appartient et surtout comment la protéger est un combat un peu perdu, je pense. Pourquoi ? Parce que dans le schéma que j'ai décrit de la chaîne industrielle, on arrive à créer de la valeur que s'il y a partage de la donnée et que s'il y a transparence. Donc si au bout d'un moment, chacun ou chacune des briques refuse de partager sa donnée avec les autres, il ne peut pas y avoir de création de valeur. Donc là, il y a un accord de principe et de partage qui doit être trouvé, en tout cas dans le domaine dont je m'occupe. Je pense que ça sera un des enjeux majeurs sur les projets d'intelligence artificielle dans les années qui viennent, et qui l'est déjà d'ailleurs. On est un petit peu contraint par le temps, donc je vais remercier mes intervenants, les intervenants, Cécile Desjoues, donc, qui est professeure des universités et qui dirige le Learning Lab Human Change, on en a parlé tout à l'heure. Sylvain Dugaret, qui est directeur des programmes maintenant chez Naval Group, et Francis Interman, qui est directeur de recherche chez Accenture. Merci pour nos intervenants, merci à vous d'avoir suivi cette conférence, et puis bonne fin de salon. Merci.